Maintenant, il faut savoir que depuis 2003, c'est gravé dans le marbre. Si vous vouliez demain mettre fin au regroupement familial, c'est impossible de le faire dans le cadre du droit européen. Charles Rigalor, bonjour. Bonjour Vincent Lapierre. Vous êtes président de Génération Frexit et vous venez de sortir un nouveau livre, Nos grands défis du XXIe siècle, énergie et immigration, avec comme sous-titre « Reprenons le contrôle ». Pourquoi avoir écrit ce livre ? C'est quelque chose que j'avais en tête déjà depuis quelques temps parce que c'est deux sujets qui m'intéressent particulièrement. Et finalement, quand on regarde un petit peu quelles sont les préoccupations même des Français, alors évidemment, il y a souvent la question du pouvoir d'achat ou de la santé, et les questions énergie-migration viennent peut-être un petit peu après. Mais je pense que d'un point de vue structuration de long terme, ce sont sans doute les deux questions les plus importantes, en sachant que le pouvoir d'achat, ça va être lié au niveau de vie du pays et donc à l'industrie et à l'énergie. Donc quelque part, c'est lié à cette question plus long terme de l'énergie. Et quand on parle de pouvoir d'achat, c'est plus des mesures court terme, de baisse de la TVA ou autres, qui ont le mérite d'exister ou qui peuvent être mises en œuvre. Mais ce qui va déterminer la puissance et la richesse de la France au XXIe siècle, c'est plus la question énergétique. Et par ailleurs, la question migratoire pose tout un tas de problèmes. Problèmes identitaires, est-ce que la France va rester la France, et même plus globalement un problème sécuritaire, parce que maintenant il suffit de regarder malheureusement sur Twitter ou ailleurs. Avant il y avait peut-être un cas de violence ou de délinquance liée à l'immigration par jour qui ressortait. Maintenant on est, ces derniers jours, il y en a 4 ou 5 par jour, des faits très graves de violence aux personnes ou autres qui sortent, donc on voit que ça commence à poser un grave problème pour la société française en général. Et pourquoi avoir lié ces deux questions, énergie et immigration ? Quel est le lien ? Alors, le lien peut peut-être ne pas paraître évident en tant que tel, mais il y en a quand même un, même si je traite sur deux parties de ces deux thématiques, il y en a quand même un parce que on sait très bien qu'avec le réchauffement climatique, ça va créer de la migration finalement des pays du sud vers le nord, quand les températures vont devenir trop chaudes dans ces pays-là. Et il y a aussi le lien avec l'énergie, tout simplement parce que il n'y a pas de croissance économique, il n'y a pas de développement sans énergie. Et si les pays, notamment d'Afrique, n'ont pas accès à une énergie abondante et bon marché, il ne pourra pas y avoir de développement, les populations ne pourront pas être fixées, et donc ça va accentuer aussi le phénomène migratoire. Donc ça peut ne pas paraître évident, mais en fait on voit qu'il y a un lien entre ces deux questions, et d'une manière générale, j'ai traité de ces deux sujets parce que ça me paraît être les deux plus grands défis du XXIe siècle pour la France, mais si on élargit même au niveau européen ou mondial, je pense que ce sont ces deux grandes thématiques qui vont façonner l'avenir du monde. Alors pourquoi c'est un défi pour la France ? Parce qu'on pourrait se dire que la France est bien positionnée avec ses centrales nucléaires. Pourquoi c'est un défi, l'énergie ? C'est un défi parce que malheureusement, on s'en est pas rendu compte, il y a eu un lent déclassement de l'énergie nucléaire et qui ne date pas d'hier. Il y a eu plusieurs facteurs, il y a eu le saccage d'EDF, qui évidemment grève les possibilités de la France de développer du nucléaire. Et pourquoi ça s'est fait ? Ça s'est fait dans le cadre du marché de l'électricité de l'Union européenne. C'est-à-dire que les traités européens ont toujours prôné la concurrence quoi qu'il arrive. Et il y a eu tout un tas de directives à partir de 97, donc sous le PS après et l'UMP à l'époque, qui ont voulu libéraliser le marché de l'électricité, comme ils ont libéralisé tout un tas de secteurs. Or, ce qui se passait, c'est que même si ces directives ont été votées, en fait, il n'y avait pas de concurrence. Il n'y avait pas de concurrence, pourquoi ? Parce qu'il n'y avait aucune entreprise extérieure qui pouvait arriver et concurrencer EDF par la production d'énergie haute, donc ça ne marchait pas. Et comme il n'y avait pas cette concurrence, en fait, il y a l'Union européenne, en 2007, qui a mis en demeure la France, et à l'époque, donc c'était sous Sarkozy, et pour répondre à cette mise en demeure, ils ont créé le phénomène de l'Arenh pour créer une concurrence artificielle. L'Arenh, qu'est-ce que c'était ? C'est de dire, pour qu'il y ait des concurrents, EDF va devoir vendre 100 TWh par année d'énergie nucléaire à 42 € le mégawattheure à des concurrents fictifs. Sauf qu'à l'époque, le prix moyen de l'électricité était à 60 € le mégawattheure. Donc forcément, c'était très rentable pour eux. C'est-à-dire que vous achetez à 42, vous revendez à 60 sans absolument rien faire. Vous gagnez 18 € du mégawattheure, mais ces entreprises-là, concurrence artificielle, parasitaire, ne produisent pour la plupart, pour 90% d'entre elles, 0 mégawattheure d'électricité. Donc ce sont juste des traders d'énergie en fait. Et c'est comme ça qu'il y a eu lieu une concurrence artificielle sur le marché. Et la commission d'ailleurs énergie qui était au Sénat était assez claire là-dessus. Vous aviez les trois
derniers PDG d'EDF qui sont intervenus. Et Proglio notamment explique que ce mécanisme-là, ça a coûté 3 à 4 milliards d'euros par an à EDF et on en arrive à la dette actuelle qui est de 64,5 milliards d'euros. Donc quand vous avez une dette aussi importante, c'est évident que ça va gréver votre capacité à investir dans l'avenir, notamment à investir dans le nucléaire. Donc ça, c'est le premier point, le marché de l'électricité de l'Union européenne a saccagé notre filière du nucléaire. Alors là, moi je pose la question, c'est pourquoi ils ont configuré un marché aussi inefficient? C'est par pure idéologie, parce qu'en fait, le marché de l'électricité, c'est ce qu'on appelle même pour les libéraux, normalement c'est un monopole naturel. C'est-à-dire qu'il est plus efficace d'avoir un gros monopole qui gère toute la chaîne de production, production d'énergie, distribution, etc. Mais ils ont voulu, comme pour toute l'Union européenne, par idéologie, mettre de la concurrence là-dedans. Donc ça, c'est un grave problème. Et il y a deux autres éléments, en fait, qui ont saccagé notre énergie nucléaire, mais va la saccager aussi à l'avenir, contrairement aux promesses en fait, de relance du nucléaire par Emmanuel Macron ou Agnès Pannier-Runacher. Effectivement, on ne va pas pouvoir le faire à cause des règles européennes, mais je vais revenir là-dessus. Mais il y a aussi eu le saccage pur et simple du nucléaire en 3 temps, quelque part, lié à la Macronie et au Parti socialiste. Mais on voit qu'avec l'AREN, les républicains qui se disent toujours pro-nucléaire, en fait, ont participé au saccage d'EDF et donc indirectement au saccage du nucléaire également. Ce qui s'est passé, c'est qu'Emmanuel Macron, il y a eu un triple crime contre les intérêts énergétiques de la France. Le premier, et vous le savez tous, ça a été la vente des turbines nucléaires de Alstom à General Electric. Donc ça, évidemment, que ça on perd la souveraineté sur la production de nos centrales nucléaires, donc on perd la totalité de la chaîne de valeur, la maîtrise de la totalité de la chaîne de valeur. Il y a eu aussi, évidemment, la fermeture de Fessenheim, mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'on pourrait se dire qu'il a fermé une centrale. Mais il faut se rappeler que quand Hollande fait fermer Fessenheim, ça aurait pu être arrêté par Macron, mais il l'a confirmé, mais ça allait plus loin que ça, parce qu'il y avait une loi qui expliquait que la France devrait fermer la moitié de nos réacteurs nucléaires. Et donc le saccage, c'est pas seulement la fermeture de Fessenheim, c'est quand vous envoyez ce message-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, que tous les ingénieurs, manutentionnaires et autres n'allaient pas sur la filière nucléaire, c'est du passé, c'est fini. Donc vous avez une perte de savoir-faire. Et ça, on l'a vu très concrètement en 2022, quand il y a eu la problématique de corrosion dans centrales nucléaires, qu'il a fallu faire beaucoup de maintenance. En fait, on n'avait plus les capacités en France, on a dû faire appel à des soudeurs américains pour résoudre ce problème-là. Et ça, c'est lié au fait qu'on a envoyé uniquement des signaux négatifs en disant le nucléaire, c'est du passé, on va arrêter, il faut sortir de ça. Donc plus personne, si vous étiez ingénieur à l'époque, vous n'allez pas aller dans la spécialité nucléaire. Ou alors, si vous êtes vraiment un passionné de nucléaire, vous allez aller le faire, mais dans un autre pays. Vous allez aller en Russie, vous allez aller en Chine, vous allez aller aux États-Unis. Donc ils ont massacré la filière là-dedans. Et il y a un dernier point qui est encore plus criminel vis-à-vis des intérêts de long terme de la France, c'est évidemment l'arrêt du programme de recherche Astrid. Je parle bien sûr des réacteurs de 4e génération. Pourquoi c'est criminel? Parce qu'en France, grosso modo, on n'a pas la souveraineté totale sur le nucléaire parce qu'on dépend quand même si on a des stocks de sécurité, de l'approvisionnement d'uranium. Après, on a la chance d'avoir, certains disaient que l'affaire du Niger allait mettre un coup à la France. En réalité, on a un approvisionnement assez varié, notamment avec le Kazakhstan, l'Australie. Là, il y a une usine qui va ouvrir aussi bientôt en Mongolie. Donc, on a quand même une diversité là-dessus. Mais il n'empêche que les stocks de réserve d'uranium, si toute la population avait le même mix énergétique que la France, le monde entier, on tiendrait 20 ans parce qu'on doit utiliser de l'uranium enrichi. La vertu des centrales de 4e génération, c'est que vous pouvez utiliser aussi de l'uranium dit appauvri. Et il faut savoir qu'avec les stocks que la France a actuellement sur son sol, sans même aller chercher d'autres stocks, on a de quoi couvrir les besoins énergétiques primaires, donc c'est-à-dire tout ce qu'on utilise, gaz, pétrole, etc., plus nucléaire, électricité et compagnie, pendant 2000 ans. Donc ces centrales de 4e génération, c'est vraiment la clé pour la souveraineté énergétique de la France. Il y avait un programme de recherche ambitieux Astrid, il a été arrêté par Emmanuel Macron et ça fait écho à une autre tambouille politicienne, parce que Macron, pourquoi il l'a fait? Il l'a fait, c'était l'époque Nicolas Hulot, Make Our Planet Great Again, sa démagogie avec Schwarzenegger et compagnie. Il y a eu la même chose à l'époque avec Superphénix. À l'époque, la France avait 30 ans d'avance sur les centrales de 4e génération. Maintenant, on a 10 ans de retard sur la Russie et sur la Chine. À l'époque, c'est pareil, tambouille politicienne, Jospin gagne les législatives, la gauche plurielle, et dedans, il y a un accord avec Europe Écologie Les Verts
qui impose la fermeture en fait de Superphénix. Donc on était déjà dans ce style de magouille politicienne. Et donc ça, c'est ce qui nous amène à la situation actuelle où on a des centrales qui sont vieillissantes et même s'il y a le projet de Flamanville, on n'a pas investi dans de nouvelles centrales. Or, c'est clé parce que si on veut que la France ait une souveraineté énergétique, sans même parler d'ailleurs de la question du carbone, pour avoir du carbone, il faut évidemment électrifier, et donc ça passe par du nucléaire, mais si on parle de la souveraineté énergétique, le mix énergétique primaire, le nucléaire, c'est 40%, et encore pour la France, 28% de pétrole et 16% de gaz. Pour avoir une souveraineté plus grande, il faudrait évidemment passer au réacteur de 4e génération et baisser autant que faire se peut le poids du pétrole et du gaz, et tout ceci est clé, on a saccagé là-dedans. Maintenant, on me dit, même si il est un peu lent à l'allumage, Macron, Le Maire, Agnès Pannier-Runacher se disent, ils ont quand même compris après l'affaire ukrainienne, qu'il faudrait relancer le nucléaire. Le problème, c'est qu'on va encore se heurter aux règles de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que notamment la dernière directive énergie renouvelable qui a été votée, accrochez-vous, elle dit qu'à horizon 2030, c'est-à-dire quasiment demain, il faudra qu'il y ait 42,5% de la consommation énergétique de la France qui soit par des énergies renouvelables. Donc grosso modo, comme au niveau de l'hydroélectricité on est assez stable, c'est faire de l'éolien et du solaire. Mais c'est-à-dire que c'est même pas que faire, parce que si vous voulez atteindre 42,5, ça veut dire que vous ne devez pas augmenter votre part du nucléaire, compte tenu de la part du mix actuel français. Ça veut dire qu'il faudra, concrètement, ça va limiter les investissements dans le nucléaire. Donc même ça va être des bâtons dans les roues, et on l'a déjà vu, parce que cette directive-là, c'est une directive RED, il y avait des enfants avant ça, et celle qui datait de 2009, imposée à horizon 2020, qu'il y ait 23% de la consommation française, enfin des pays globalement de l'Union européenne, qui soit par de l'énergie renouvelable. Sauf que la France était à 19%, et donc la Cour des comptes l'a révélé, ça veut dire qu'on va se prendre une amende de la part de l'Union européenne entre 500 millions et 1 milliard d'euros parce qu'on ne respecte pas cette directive. Et donc il va y avoir exactement le même problème là-dedans, et c'est tout le en même temps macroniste. C'est-à-dire qu'on veut relancer le nucléaire, enfin soi-disant relancer le nucléaire, mais à Bruxelles, il va y avoir des lois poussées évidemment par l'Allemagne qui ne veut pas de l'énergie nucléaire français qui peut être un concurrent industriel et l'autre. L'Allemagne a tout fait pour saccager le nucléaire français à travers l'Union européenne. Et bien en fait, on vote ces lois-là à Bruxelles qui rendent quasiment caduque toute relance du nucléaire français dont on aurait tant besoin. Parce que en fait, on a eu la chance d'avoir le premier plan, le plan Mesmer, des centrales nucléaires qui tombait en 73, juste après le choc pétrolier. Et en fait, cette affaire ukrainienne, si on avait des dirigeants un peu responsables, ça devrait amener une sorte de plan Mesmer 2 de relance du nucléaire et surtout du nucléaire de 4e génération. Mais malheureusement, avec les réglementations européennes et avec les trahisons énergétiques, on est loin de tout ça. Donc qu'est-ce qu'il peut faire, Macron ? Quelle est sa marge de manœuvre ? Dans le cadre de l'Union européenne, elle est assez faible. C'est-à-dire que sans affronter l'Union européenne, parce que EDF, il faut qu'il y ait des marges de manœuvre, donc il faudrait sortir du marché de l'électricité de l'Union européenne. Déjà, ça allégerait aussi les factures des consommateurs, des TPE, des PME, notamment celles qui sont très énergivores, comme les coiffeurs, les garagistes, les boulangers et autres. Ça baisserait la facture pour tout le monde, mais ça permettrait surtout une vraie sortie du marché de l'Union européenne de l'électricité. Ce n'est pas uniquement un retour à un prix national, c'est aussi un retour à un monopole d'EDF pour arrêter la saignée d'EDF et les mécanismes un peu pourris comme l'Arenh qui vont être nécessaires s'ils veulent garder une concurrence sur le marché de l'électricité. Là, leur nouvelle négociation, alors c'est tombé après que je sorte le livre, mais c'est dire en gros le nouveau mécanisme type Arenh va passer de 42 à 70 euros le mégawattheure. Le gros problème qui va se passer, c'est que les concurrents vont plus être rentables. Donc qu'est-ce qui va se passer pour qu'ils continuent à être rentables ? Ça veut dire qu'ils vont augmenter le prix des factures pour vous et pour les entreprises. C'est la seule façon en fait pour que ces entreprises-là elles soient rentables. Donc tout va se passer contre les intérêts de la France. Il faudrait sortir de ce marché de l'Union européenne de l'électricité. Il faudrait, sur la question des directives, sur la question des traités de l'Union européenne, parce que la concurrence c'est dans les traités de l'Union européenne, affronter l'Union européenne. Alors je parle, que ce soit pour les questions énergétiques ou migratoires, de ce qu'il faudrait faire à la fin, parce que je ne dis pas seulement ce qui ne va pas, j'explique dans ce livre quels sont les obstacles, mais je donne aussi les solutions et la méthode qui me paraît la plus pertinente pour reprendre le contrôle juridique sur l'Union européenne. Alors dans votre livre, vous parlez de petits réacteurs nucléaires. Est-ce que vous pouvez développer ? Ça peut être une alternative de moyen terme, parce que si on veut électrifier massivement l'énergie et donc sortir du pétrole et du gaz, il faudra faire des grosses centrales nucléaires type Flamanville. En sachant que Flamanville, ce n'est pas un bon étalon, parce que ça a pris
beaucoup de temps parce qu'on a fait une unité. Pourquoi on a pu faire ça en 5-6 ans à l'époque du plan Messmer? C'est parce qu'on faisait on faisait plusieurs unités, donc il y avait des économies d'échelle, des compétences, un savoir-faire, on le fait en beaucoup moins de temps. Mais l'avantage, c'est qu'il y a maintenant la possibilité intermédiaire entre les deux, qui peut fonctionner à l'échelle, par exemple, d'une entreprise industrielle, d'avoir des petits réacteurs modulaires, et notamment une start-up française qui s'appelle Norea, qui est capable de le faire en type réacteur de 4e génération, ce qui veut dire qu'on peut utiliser dedans l'uranium appauvri. Et ça, c'est formidable pour lancer des projets intermédiaires. Avant de lancer des grandes centrales, on pourrait partir sur ce type de solution, encore une fois, à l'échelle d'une industrie. Parce que, qu'est-ce que j'explique aussi dans ce livre? C'est que ce qui fait la richesse d'une nation, c'est essentiellement l'industrie. Et l'industrie est sans doute l'activité économique qui est la plus dépendante de l'énergie. Parce que pour l'industrie, grosso modo, vous avez 3 facteurs importants qui vont décider si vous allez investir en France ou non. C'est évidemment le niveau des salaires, le coût du travail, c'est le coût du capital, donc les capacités de financement, mais c'est aussi le coût énergétique. Et il y a certaines industries, comme les industries chimiques, pour lesquelles l'énergie, c'est 60% du coût de revient. Donc c'est l'essentiel. Pour ce type d'énergie, si vous arrivez à avoir un nucléaire, un petit réacteur modulaire avec une énergie bon marché, vous pourrez attirer ces investissements. Le problème à l'heure actuelle, c'est que vous avez beaucoup d'industries qui fonctionnent au gaz et que suite à l'affaire russe, il ne faut pas être un devin pour comprendre ce qui va se passer suite à l'affaire russe. Maintenant, le prix du gaz, avant on avait du gaz classique par gazoduc qui arrivait bon marché depuis la Russie. Maintenant, c'est bien souvent du gaz russe, mais qui passe par l'Inde ou ailleurs, et qui est du gaz liquéfié qui coûte beaucoup plus cher et accessoirement qui est beaucoup plus polluant. De telle sorte que maintenant, le prix, si vous regardez le prix du gaz selon le cours, il est 8 fois plus élevé en Europe qu'il ne l'est aux États-Unis et 12 fois plus qu'il ne l'est en Chine. Donc il ne faut pas être un grand devin dans ces conditions-là pour savoir que toutes les décisions d'investissement industriel vont se faire, si vous avez un coût du travail qui est bien plus faible en Chine et une énergie qui est bon marché, vous allez aller en Chine et pas en Europe. Vous avez aux États-Unis une énergie qui est bien meilleur marché et par ailleurs vous avez le programme de l'IRA qu'a fait Biden qui sont des subventions massives pour les implantations justement industrielles. Là aussi, il ne faut pas être un devin pour savoir que les investissements ils vont aller plutôt aux États-Unis qu'en Europe. Donc si on n'arrive pas à avoir cette énergie bon marché, je préconise moi qu'on aille aussi sur les petits réacteurs modulaires. C'est toute l'Europe qui va se désindustrialiser et surtout ce qui m'importe, c'est la France. Et un des pays qui va le plus souffrir à mon avis dans les années qui viennent, du fait de la fin du gaz russe, c'est évidemment l'Allemagne qui va connaître de grandes délocalisations. Il y a eu BASF, le géant de la chimie, mais vous avez vu aussi que Michelin a annoncé la suppression de 1500 postes en Allemagne, la fermeture de son usine, parce que les coûts énergétiques rendaient l'usine non rentable. Donc c'est là qu'on voit que la question énergétique est clé pour l'industrie, pour la prospérité, pour l'avenir d'une nation. Et il faut aller sur ces petits réacteurs modulaires. Et en même temps, tout ça, il faut aussi le replacer dans un contexte de dualité avec les Allemands, parce que les Allemands ont poussé les Français et en fait toute l'Europe à aller dans ces directions-là. Et alors là, on se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des Allemands pour avoir voulu à ce point se focaliser sur les énergies renouvelables intermittentes et délaisser le nucléaire? Enfin, pourquoi ils ont pris cette décision aussi anti-science? Enfin, moi, je pose la question à tous ceux que je rencontre, parce que ça me paraît tellement délirant. D'autant qu'ils avaient un champion national sur le nucléaire qui s'appelle Siemens. Maintenant, ils font plus du tout. Je ne sais même pas si la branche nucléaire existe encore chez Siemens. Mais effectivement, ils ont fait une décision un peu idéologique sur l'émotion de l'instant après Fukushima. Et je pense qu'ils se sont dit aussi que de vouloir pousser une fin du nucléaire en Europe, ça pourrait leur bénéficier parce que eux auraient un accès direct et privilégié au gaz russe, bon marché, ce qui est moins le cas de pays comme la France, l'Italie ou l'Espagne qui passaient par d'autres biais pour ce qui est du gaz. Donc ils ont voulu pousser leur avantage à fond, mais finalement on a vu que ça a été se tirer une balle dans le pied. L'Allemagne allait plus loin, c'est-à-dire que l'Allemagne, il faut quand même savoir qu'ils ont financé, l'État allemand a financé une fondation qui s'appelle Heinrich Böll, qui elle-même a fait tout un tas de rapports anti-nucléaires, et notamment en France, et ils financent des associations anti-nucléaires en France, et c'est même aller plus loin, parce qu'il faut quand même savoir qu'en mars 2023, comme suite à l'affaire ukrainienne, on a vu que l'opinion en France s'est retournée de manière spectaculaire. Maintenant, les Français sont majoritairement pro-nucléaire, parce qu'ils voient bien les bienfaits et les vertus du nucléaire. En mars 2023, Europe Écologie Les Verts, donc un parti français, a fait un colloque pour dire comment on peut relancer en gros la cabale contre le nucléaire dans ces conditions-là. Et cette fondation Heinrich Böll était sur place.
Donc Ouais. c'est voir le degré de collision et d'anti-France d'un parti comme Europe Écologie Les Verts, finalement, c'est un truc qui est financé par l'État allemand et qui est là avec eux à réfléchir ensemble aux solutions pour que la France, pour diaboliser à nouveau le nucléaire. C'est complètement sidérant. Je veux dire, un parti comme Europe Écologie Les Verts, normalement, les partis, c'est dans la Constitution, doivent respecter le principe de souveraineté nationale. Un parti comme Europe Écologie Les Verts, je vois que Darmanin en ce moment a la main assez facile pour dissoudre des associations. Peut-être qu'on devrait penser à dissoudre ce parti politique qui marche ouvertement contre les intérêts de la France. Et Jean-Luc Mélenchon n'est pas en reste sur cette question. On le voit souvent intervenir, faire des déclarations antinucléaires, pro-énergie renouvelable, pro-énergie marémotrice. Il est beaucoup là-dessus. Oui, il est dans l'anti-science totale, mais c'est surtout, en fait, ce n'est pas crédible, parce que leur modèle, c'est quoi? C'est le modèle allemand. Vous regardez, il y a un très bon site qui s'appelle Electricity Map, où vous avez tous les jours, en gros, l'intensité carbone de la production électrique des différents pays. En fait, l'Allemagne, à chaque fois, a un des pires élèves en Europe, et particulièrement en hiver. Pourquoi? Parce que ce délire des énergies renouvelables intermittentes, donc de l'éolien et du solaire, c'est quoi? C'est-à-dire que quand vous êtes en hiver, il fait nuit à 17 heures. Bah, manque de chance, le pic de consommation d'énergie, quand les gens rentrent du travail, c'est entre 18 et 19 heures. Bah, vos panneaux solaires, ils ne fonctionnent pas, parce qu'il n'y a pas de soleil. Et donc, qu'est-ce que vous devez faire? Bah, pour pallier à ça, c'est du gaz ou c'est du charbon. C'est exactement ce que fait l'Allemagne, qui a une consommation de charbon ahurissante, notamment le lignite, extrêmement polluant. Et puis les éoliennes, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que les éoliennes, c'est bien gentil, mais quand il n'y a pas de vent, ça ne produit pas. Et donc, à ce moment-là, c'est pareil, vous devez utiliser soit du gaz, soit du charbon. Mais ça va même plus loin, c'est-à-dire que je pense que même la montée en puissance des renouvelables intermittentes en France est criminelle, pour la simple et bonne raison que dans ce cadre du marché de l'Union européenne de l'électricité, ça va pas seulement, c'est pas seulement le problème des prix hauts, c'est qu'il y a un principe, c'est que l'énergie renouvelable doit primer. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un système électrique, c'est production égale consommation. Et donc ça veut dire que dès que vous avez une éolienne ou un panneau solaire qui tourne, il est prioritaire sur du nucléaire par exemple, ou sur de l'hydroélectricité. Le problème étant que les centrales nucléaires ne sont pas faites pour fonctionner à bas régime. Et donc plus on met d'énergie renouvelable quand elles fonctionnent, en fait plus on doit faire fonctionner les centrales nucléaires à bas régime, ce qui les abîme parce qu'elles ne sont pas faites pour ça et ce qui crée de plus en plus de problèmes de maintenance. Donc en fait c'est criminel de faire de la montée en puissance du renouvelable alors qu'on n'en a pas besoin. C'est vraiment purement idéologique. En vrai, on n'en a pas besoin et on pourrait très bien fonctionner avec du nucléaire, investir sur du nucléaire, notamment les petits réacteurs dont j'ai parlé et pas seulement. Donc en fait, en montant en puissance le renouvelable, on abîme le parc nucléaire actuel. Donc on marche complètement sur la tête. Passons, si vous le voulez bien, cher Henri Gallois, à la question de l'immigration. Et là, je vous pose la question, pourquoi c'est un défi l'immigration pour la France? C'est un défi parce que ça dépend de quelle France on veut laisser à nos enfants ou à nos petits-enfants. L'immigration, ça pose plusieurs problèmes. C'est en fait, est-ce que la France va rester la France? Parce que la France, alors déjà c'est faux quand on dit que la France a toujours été un pays d'immigration. L'immigration, c'est assez récent. C'est essentiellement le 19e siècle. Avant, c'était infinitésimal. Et au 19e siècle, ce n'était pas du tout dans les proportions qu'on connaît à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, et la France, à l'époque, savait intégrer, déjà parce qu'il y avait plus de travail, c'était d'un nombre de personnes beaucoup plus faible, et on arrivait à intégrer, on arrivait même à assimiler. C'est-à-dire que tous les petits-enfants d'origine italienne, portugaise, espagnole, ils sont complètement intégrés, c'est des Français à part entière, il n'y a absolument pas de problème, ou même d'ailleurs d'autres pays, parce que c'était des minorités qui s'intégraient très bien. Le problème maintenant, c'est qu'on n'est pas du tout, il ne faut même pas parler d'immigration, on est dans l'immigration massive. L'année dernière, en France, je parle juste de l'immigration légale, c'est 500 000 personnes, près de 500 000 personnes qui sont venues par an en France. Les chiffres, comme ça, peuvent paraître tellement délirants que les gens ne se rendent pas bien compte de ce que ça représente 500 000 personnes. 500 000 personnes en un an, c'est plus que la population de la ville de Toulouse, qui est la 4e ville de France. En 2 ans, c'est plus que la population de Marseille, qui est la 2e ville de France. En 4 ans, vous avez la ville de Paris. Donc, il n'y a pas besoin d'être un devin pour savoir, et de toute façon on le constate tous les jours, que 500 000 personnes par an, vous ne pouvez pas assimiler, vous ne pouvez même pas intégrer en fait. On assimile des minorités qui vivent justement au milieu de la population française, qui deviennent des petits Français, peu importe leur origine. On ne peut pas assimiler 500 000 personnes par an. Donc le problème, c'est même pas l'immigré en tant qu'individu qui lui va chercher une meilleure vie
Et c'est très louable de sa part, j'attaque pas l'immigré en tant qu'individu, mais l'immigration de masse est un problème mortifère pour la France parce que ça va changer le visage de la France sur le long terme, ça va changer sa culture, ça va changer ce qu'est la France. Et ça pose par ailleurs des problèmes économiques et des problèmes de délinquance parce que ça c'est le constat des faits. En fait, quand on regarde, vous avez un quart des places de prison qui sont des étrangers qui sont délinquants. Quand on parle de surpopulation carcérale, une des solutions, ce serait déjà d'expulser les étrangers délinquants. On pourrait comme ça arrêter le laxisme judiciaire et mettre enfin des vraies peines de prison. Ça pose un problème économique parce qu'on sait très bien que l'immigration est utilisée pour faire pression à la baisse sur les salaires. C'est tout le problème de la loi Darmanin et de régularisation ou de même faire venir de l'immigration sur ce qu'on appelle les métiers en tension. Parce que les métiers en tension, c'est rien d'autre que des métiers qui sont difficiles et mal payés. Alors c'est sûr, c'est beaucoup plus simple de faire venir des gens de l'étranger, à la limite de l'esclavage, de les payer 3 francs 6 sous, plutôt que de former les gens et d'augmenter les salaires. C'est pas pour rien d'ailleurs, c'est hier, il y a eu un tweet du président du MEDEF qui, lui, toujours pas compris le changement de l'opinion en France où 80% des Français veulent réduire l'immigration. Lui nous explique que compte tenu de la démographie, d'ici 2050, il faut faire venir 3 millions d'immigrés. Je pense qu'il n'a rien compris avec l'état d'esprit des Français. Et s'il était un tant soit peu démocrate, il écouterait ce que veulent les Français au niveau de l'immigration. Mais de toute façon, c'est une question de nombre. En fait, c'est avant tout de la logique. C'est ce que j'explique au-delà même des origines. Même si on sait qu'on a un problème spécifique avec l'islam, on l'a encore vu avec la peinture de femmes nues, il y a un choc culturel qui est très important on fait venir en nombre de ces pays-là. Si demain, vous mettez 4 millions de Français au Mexique, ils vont vivre à la française, ils vont vivre entre eux, c'est logique. En fait, tout est question de nombre. Il n'y a assimilation que quand les populations restent des minorités. Or, on voit bien que dans le système de l'immigration de masse, c'est un problème insoluble. Et en fait, plutôt que d'arrêter, on est dans une sorte de fuite en avant et on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. Et s'ajoute à ça, en plus, l'immigration illégale, qui d'ailleurs, l'année dernière, les chiffres Le Monde de Frontex a encore explosé. L'immigration illégale, en fait, on ne peut pas lutter contre l'immigration illégale dans le cadre de l'espace Schengen. Une personne qui arrive en Italie, en Grèce ou en Espagne, du jour au lendemain, elle peut aller en France. C'est d'ailleurs pour la même raison, je pense que le taux d'application des OQTF ou l'expulsion des étrangers délinquants, on ne le fait pas ou très peu en France. C'est du pragmatisme, en fait. Je pense qu'ils se disent que ça coûte de l'argent et de toute façon, ça sert à quoi? Parce que dans le cadre de Schengen, vous les expulsez, du jour au lendemain, ils peuvent revenir. Si vous n'avez pas de contrôle aux frontières, ça ne sert strictement à rien d'expulser les gens. Il faut évidemment revenir à des frontières nationales si on veut protéger le peuple français. En même temps, on voit Darmanin qui est assez actif. Chaque jour sur Twitter, il balance tiens, j'ai expulsé 5 personnes, 6 personnes. J'ai calculé, c'est-à-dire que si la moyenne sur le dernier trimestre des annonces de communication de Darmanin qu'il faisait, si c'était mis en œuvre, c'est à peine 8% d'application des OQTF. Donc on reste au niveau actuel qui est parmi les plus bas, parce qu'avant, à l'époque Sarkozy, on était à 20-25%. On reste à des niveaux les plus bas. Donc en fait, ce que fait Darmanin, c'est de la communication, mais pour expulser toutes les personnes qui sont sous EQTF, du moins le quota 2022, parce qu'on a appris que ce serait chaque année, au rythme où va Darmanin, il faudrait 12 ans pour le faire. Juste les personnes de 2022 ? Juste les personnes de 2022 sous EQTF, il faudrait 12 ans. Donc évidemment que c'est de la communication. Et donc on se retrouve dans cette situation où en fait l'immigration n'est absolument pas maîtrisée en France. Il n'y a pas de maîtrise de l'immigration. Il n'y a aucune maîtrise de l'immigration. Parce que l'immigration illégale, dans le cas de Schengen, on ne peut pas le faire. Et après, au niveau de l'immigration légale, il y a deux dimensions. Il y a la dimension du droit d'asile sur laquelle on pourra revenir. Mais sur le reste des titres de séjour, le principal pourvoyeur, c'est le regroupement familial. Alors certains vont me dire, oui, c'est de la faute de Giscard, c'était à l'époque de Giscard, etc. C'est d'ailleurs sous la demande de Bouygues qui voulait fixer justement ces ouvriers étrangers en France. C'est comme ça qu'ils ont fait le regroupement familial. Sauf qu'à l'époque, c'était une décision nationale. C'est-à-dire qu'un nouveau gouvernement, du jour au lendemain, vous pouviez revenir et abroger le regroupement familial. Maintenant, il faut savoir que depuis 2003, c'est gravé dans le marbre d'une directive de l'Union européenne qui fait que tout le regroupement familial est régenté au niveau de l'Union européenne. Donc, c'est-à-dire que si vous vouliez demain mettre fin au regroupement familial, c'est impossible de le faire dans le cadre du droit européen. Donc même sur l'immigration légale, vous avez finalement très peu de marge de manœuvre pour la faire diminuer de façon drastique. Donc effectivement, dans ce cadre-là, vous n'avez pas de maîtrise de l'immigration. Charles Gallois, qu'est-ce qu'il faut faire là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'il faut faire, il faut reprendre le pouvoir sur Bruxelles sur la question migratoire. Mais je pense que déjà c'est un grand service à rendre aux immigrés ou ceux issus de l'immigration d'expulser ceux qui posent problème, d'expulser les étrangers délinquants,
d'expulser les EQTF, d'expulser les fichiers S, mais évidemment il faut des frontières nationales derrière pour que ce soit efficace, et bien souvent vous avez le droit de l'Union européenne ou de la CEDH, mais c'est lié parce que la CEDH s'est inscrit dans le cadre des traités européens qui vous empêche de le faire. Vous avez peut-être suivi, il y a un Ouzbek qui a été expulsé. Le Conseil d'État, sur la base de la CEDH, dit que cette personne qui a été expulsée doit revenir en France. Vous avez tout un tas de bâtons dans les roues comme ça. Pour ce qui est du droit d'asile, il faut savoir que c'est plus de 100 000 personnes par an, le droit d'asile en France. Il y en a 60% qui sont censés être déboutés. Sauf qu'ils restent tous sur le territoire national. Mais en fait, ce sont censés être des immigrés illégaux, mais il y a une directive de l'Union européenne de 2008, qui est la directive Retour, qui dit, accrochez-vous bien, que un immigré illégal, par exemple, que la police interpelle, on pourrait se dire comme ça naïvement en fait qu'on peut le renvoyer directement dans son pays. Non, parce que en fait la directive de l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le retour doit être volontaire. Donc évidemment que toutes ces personnes-là restent sur le territoire national. Donc vous voyez bien qu'il y a tout un tas de verrous juridiques, et principalement au niveau de l'Union européenne et de la CEDH, qui fait qu'on ne peut pas lutter sérieusement contre l'immigration. Mais il faudrait au contraire, plutôt que de régulariser et expulser systématiquement les clandestins, il faudrait un vrai contrôle aux frontières et même des patrouilles en Méditerranée qui renvoient ce qui est normalement le droit de la mer dans le port d'origine, toute traversée, parce que l'humanisme, c'est pas d'engraisser des passeurs qui exploitent les gens, qui les font payer des fortunes pour traverser, qui en plus n'est pas du tout pour l'Eldorado qu'on leur vend, et plus vous encouragez les traversées, plus il y a de gens qui tentent les traversées. L'humanisme, c'est au contraire de décourager toute traversée pour qu'il n'y ait plus de traversées, qu'il n'y ait plus de morts en Méditerranée. Mais ça, il y a certaines personnes qui ont un petit peu de mal à comprendre ça. Et donc je pense qu'il faut évidemment faire tout ça, mais ça ne peut pas se faire sans affronter drastiquement Bruxelles. Alors dans ces cas-là, il y a deux méthodes possibles, et c'est la même chose d'ailleurs au niveau de l'énergie. Il y a deux méthodes possibles, c'est un peu celle que proposent LR et d'autres, c'est de dire il faut mettre dans la Constitution la primauté du droit national sur le droit de l'Union européenne. Moi je trouve que c'est pas très habile de le faire et que c'est pas forcément efficace au niveau opérationnel. Pourquoi? Parce qu'en fait si vous faites ça, il va y avoir une contradiction même dans la Constitution, parce que dans la Constitution, vous aurez certes inscrit la supériorité des droits nationaux sur le droit de l'Union européenne, mais dans le même temps, vous avez l'appartenance à l'Union européenne dans la Constitution. Et donc comme il y a contradiction, parce que l'appartenance à l'Union européenne dit que le droit de l'Union européenne est supérieur au droit national, qui va décider? C'est le juge national. Et quand on connaît l'idéologie un petit peu des juges, il ne faut pas être un grand clerc pour savoir qu'ils vont décider en faveur de l'Union européenne à chaque fois. Donc je ne suis pas sûr que ça soit très opérationnel. Et ça ne me paraît pas très habile non plus d'un point de vue stratégique, parce que, en fait, l'Union européenne, qu'est-ce que c'est si ce n'est du droit et des traités? Ce n'est que ça, en réalité, l'Union européenne. Si vous dites qu'il y a supériorité du droit national sur le droit de l'Union européenne, en fait, c'est de facto la fin de l'Union européenne, c'est un Frexit juridique. Et sauf que tous les médias, justement, vont vous dire, ce que vous proposez, c'est le Frexit, c'est le Frexit. Si ces gens-là étaient en position de gagner, en fait, pendant l'entre-deux tours, ils se feraient pilonner là-dessus. Alors moi, je ne suis pas hostile au Frexit, bien entendu, mais c'est très difficile à défendre lors d'une élection présidentielle, parce que déjà, vous avez 50 ans de propagande en faveur de l'Union européenne, et surtout, en fait, on parle très peu de l'Union européenne lors d'une présidentielle. C'est une sorte d'exercice imposé, on va vous dire, vous avez un volet économie, un volet culture, un volet éducation, et puis vous avez un petit volet Union européenne. Il n'y a pas de vrai débat, en réalité, sur l'Union européenne. Moi, plutôt que la supériorité du droit national, qui est en plus difficilement applicable, et en plus, comme on est membre de l'euro, la BCE pourrait couper les vivres pour mettre la pression, et vous vous coucheriez exactement comme ce qu'a fait Tsipras et la Grèce, ça me paraît beaucoup plus intelligent et beaucoup plus pertinent comme stratégie de dire à une présidentielle, compte tenu de l'état de l'opinion française, parce qu'on sait en fait qu'en France, quand on regarde, les Français voudraient une sorte d'Europe des nations, c'est-à-dire qu'ils voudraient récupérer des compétences à l'Union européenne, mais par ailleurs, ils ont peur d'en sortir parce qu'ils ont cette propagande depuis 50 ans. Et donc moi, l'option qui me paraît la plus habile, c'est de dire, regardez, moi je vais proposer un traité aux partenaires européens, et ce traité, il met fin à l'Union européenne pour créer une Europe des nations. Je propose un nouveau traité. Si les partenaires le refusent, si les partenaires l'acceptent, c'est quand même peu probable, vous faites un référendum national pour l'adoption de ce nouveau traité ou pour la sortie, et s'ils le refusent, là vous faites un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Sauf que c'est formidable d'un point de vue pédagogique, parce que ça montre en gros à vos compatriotes que l'Union européenne n'est pas réformable, les autres pays ne veulent pas la réformer, et donc si vous voulez que j'applique le programme pour lequel j'ai été élu, qui comprend entre autres la reprise du contrôle de l'immigration et de l'énergie, il faut voter pour la sortie. En plus, vous avez un vrai débat sur l'Union européenne dans le cadre d'un référendum. Donc ça me paraît être l'option la plus intelligente. Vous n'avez même pas besoin de défendre le Frexit dans ces conditions-là.
Ça me paraît à une présidentielle être l'option la plus intelligente, et je pense que c'est évidemment ce qu'il faudrait faire, ce qui permettrait de reprendre le contrôle, mais pas d'ailleurs qu'au niveau de l'énergie et de l'immigration, mais de reprendre le contrôle en tout domaine, mais ça permettrait d'appliquer les solutions et les propositions que je formule au niveau de l'énergie et de l'immigration sans avoir la juridiction bruxelloise dans les pattes. Et pourtant, là, il y a toute une partie de ce qu'on appelle l'extrême droite en France qui explique que, par exemple, dans les pays de l'Est, ils arrivent à contrôler l'immigration tout en étant dans l'Union européenne. Et que donc, en fait, la sortie de l'Union européenne est une fausse question, un faux débat, un faux problème. On peut tout à fait rester dans l'Union européenne et maîtriser ses frontières, maîtriser l'immigration. C'est pas vrai, en fait, parce que si vous regardez rapporté à la population, en fait, la Hongrie et la Pologne font plus d'immigration que la France, rapporté à la population. Donc c'est absolument faux, d'une part, et d'autre part, ils ont d'autres problématiques. C'est-à-dire que les immigrés d'origine africaine, par exemple, ne veulent pas aller dans ces pays-là. Personne ne veut aller dans ces pays-là. Ceux qui veulent aller dans ces pays-là, c'est souvent les pays limitrophes qui sont plus pauvres, justement comme l'Ukraine. Et ces pays-là, d'ailleurs, n'ont pas un problème. Enfin, ils font plus d'immigration que nous, mais plus des pays limitrophes. Mais encore qu'en Hongrie et autres, ils commencent à avoir des Indiens et autres qui viennent, notamment pour faire chauffeur routier. Mais eux, ils ont un problème d'émigration, c'est-à-dire que c'est des pays qui perdent de la population, parce que dans le cadre justement de l'Union européenne, toutes leurs forces vives sont allées travailler en Europe de l'Ouest. Donc eux, leur gros problème, c'est pas un problème d'immigration, c'est un problème d'émigration. Et c'est là on voit, quand on parle d'immigration, il y a aussi le côté humanitaire, ça m'amuse toujours en fait. Les gens souvent classés à gauche, ils vous expliquent non, il faut les faire venir, mais en fait, ils se soucient pas du tout du problème que l'émigration pour les pays d'origine constitue. C'est souvent les forces vives, les populations en âge de travailler. Si vous n'avez plus personne en âge de travailler en Pologne et en Hongrie, ils vont avoir du mal à payer leur retraite. Ils vont avoir du mal à faire fonctionner le pays. C'est la même chose pour les pays africains. Et c'est d'ailleurs souvent une sorte de mentalité un petit peu de colon, de se dire, exactement ce dont je parlais sur les métiers en tension, c'est de dire, regardez, c'est pas finalement aux Français à faire ce type de travaux, il faut bien faire venir des immigrés pour me livrer mon Uber Eats, mon machin. C'est vraiment une mentalité en fait de colon. Et d'ailleurs, ça m'a amusé que j'avais vu un sondage, c'était les gens d'extrême gauche qui avaient le plus recours dans Paris aux services de type Uber Eats et autres. Donc c'est sûr qu'eux, ils veulent de l'immigration pour qu'il y ait des petits esclaves sur vélo qui leur apportent leur burger. Et alors, que pensez-vous de la stratégie du Rassemblement national ? On peut dire qu'elle fonctionne, puisqu'ils sont très hauts dans les sondages. Il y a Marine Le Pen a une vraie chance d'être élue, si ce n'est aux prochaines élections, ce serait aux suivantes. Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie du RN ? En fait, au-delà même de la stratégie. Moi, je pense que, évidemment, je comprends la stratégie de la supériorité du droit national, mais je pense qu'il devrait adopter celle dont je parle. Mais en fait, pourquoi ils montent ? C'est tout simplement parce que les faits leur donnent raison. Parce que le RN avait été le parti pionnier sur la question de l'immigration, a expliqué les dangers que pouvait représenter l'immigration massive. Et en fait, là, on voit, et les Français voient la réalité. En fait, le RN, quelque part, n'a pas bougé de position sur la question migratoire, mais c'est les Français qui viennent sur leur position en regardant la réalité. Il y en a certains qui disent, en fait, c'est que les médias travaillent pour le RN. Non, c'est pas les médias, c'est la réalité. Les médias, c'est tout le contraire. Quand vous voyez l'affaire Thomas, ils essayent toujours de relativiser et d'atténuer. Au début, on vous disait que c'était une rixe. Non, c'est pas une rixe. Les personnes qui viennent avec des couteaux pour en découdre, c'est une razzia, c'est une attaque, c'est pas une rixe. Et maintenant, ils essayent de dire, parce qu'il y a eu un témoignage, mais il n'y a pas eu tous les témoignages, un témoignage qui disent qu'ils ont peut-être été chambrés, les pauvres petits anges qui étaient avec leurs couteaux. Finalement, Thomas et ses amis, ils seraient peut-être pas tout blancs. Mais c'est quand même renverser complètement la culpabilité. Les médias, au contraire, essayent d'atténuer, comme ils essayaient d'atténuer sur les émeutes. J'ai envie de dire, sur les émeutes, la plupart des images venaient des réseaux sociaux, ne venaient pas des grands médias. En fait, c'est la réalité qui rattrape tous ces gens-là, et c'est la réalité sur la question migratoire qui fait monter le RN. Pensez-vous que Marine Le Pen peut être élue aux prochaines élections ? C'est possible, oui. Ouais, c'est quand même... C'est possible. Moi, il y a pendant des années, disons, j'ai commencé à me politiser en 2010. Pendant des années de 2010, disons, à 2018, 2019, je pensais que par une sorte de plafond de verre, ils ne pourraient jamais être élus. Moi, je pense maintenant qu'ils peuvent être élus, effectivement. Parce que, encore une fois, c'est la réalité qui éclate au grand jour. Et je pense qu'il y a de plus en plus de Français qui sont tentés par cette option. Alors après, il faut encore qu'ils gagnent, à mon avis,
sur certaines questions en crédibilité, même si par des renforts, des personnes qui venaient chez DLF et autres, ils ont gagné en crédibilité. À mon avis, en gagnant un petit peu plus en crédibilité, ils peuvent parfaitement être élus en 2022. Et alors, ils pourraient faire quoi? Ça va dépendre de ce combat dont je parle avec Bruxelles. C'est-à-dire que soit ils appliquent la solution, par exemple, que je propose, et ils ont toutes les cartes en main pour reprendre le contrôle. S'il n'y a pas cet affrontement avec cette carte, notamment du référendum avec Bruxelles, le gros risque, c'est que ça fasse une Mélanie, c'est-à-dire ne rien faire. Mélanie, vous avez peut-être vu, elle veut faire venir 425 000 migrants, quelle réussite. C'est de faire une Mélanie et c'est de condamner le camp national pour 30 ou 40 ans, comme Tsipras a condamné complètement son camp en Grèce. Donc ça dépendra vraiment de ça, en fait. Je pense que si elle gagne, elle a toutes les cartes en main pour faire les choses, mais ça passera par un affrontement avec Bruxelles. Et pour moi, il n'y a pas d'autre échappatoire que ce référendum, parce que la question de la supériorité du droit national, elle est trop compliquée, il y aura trop de bâtons dans les roues, à la fois à Bruxelles et par les juges nationaux. Vous êtes optimiste pour la France? En tout cas, il faut. C'est ce que je dis dans mon livre, c'est quel pays on veut laisser. Est-ce qu'on veut que la France reste une grande puissance comme elle a toujours été depuis des siècles? Moi, je ne peux pas me résoudre, en tout cas, à abandonner. Alors après, moi, je suis un grand fan de sport, donc il y a un match, on peut le gagner, on peut le perdre, mais je vais tout faire pour qu'on le gagne. Charles Gallois, merci beaucoup. Merci à vous.